Thanksgiving a été annulé parce que nous n'en avons pas les moyens. J'ai passé la nuit à travailler tard. Le lendemain, ma cousine a publié une story, un festin complet, des décorations et une dinde pour 20 personnes. Tout le monde était là, sauf moi. Je n'ai rien dit jusqu'à ce que maman m'envoie un texto, « Peux-tu couvrir 2800 € pour l'hypothèque ?» J'ai répondu, « Demandez à vos invités », puis je les ai tous bloqués. Au matin, 41 appels manqués et un seul message, « S'il te plaît, ne nous fais pas ça ». Maman a appelé 3 semaines avant Thanksgiving, avec une nouvelle qui m'a glacé le sang. « Ma chérie, ton père et moi devons te parler des fêtes. » Sa voix avait ce ton désolé que j'avais appris à redouter. Nous avons examiné nos finances, et ma chérie, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre Thanksgiving cette année. Tout est devenu si cher, et avec une échéance d'hypothèque qui approche, nous devons simplement annuler. J'étais assise à mon bureau, au centre-ville de Détroit, les yeux fixés sur les feuilles de calcul qui couvraient mon écran. 26 ans de tradition familiale, envolés à cause de problèmes d'argent. Annuler Thanksgiving ? Les mots me semblaient étrangers. Maman, on fait ça chaque année depuis ma naissance. Elle a soupiré lourdement au téléphone. Crois-moi, Sophie, ça me brise le cœur, mais entre la dinde et tous les accompagnements et desserts, on parle d'au moins 600 €. On ne peut pas justifier cette dépense en ce moment. Peut-être qu'après les fêtes, on pourra faire quelque chose de petit, juste entre nous. Quelque chose clochait dans cette conversation, mais je n'arrivais pas à identifier quoi. Mes parents n'étaient pas riches, mais le travail de papa dans les assurances et le poste de maman dans un cabinet dentaire leur avaient toujours assuré un certain confort, dans leur maison de la banlieue du Michigan. Une crise financière semblait improbable. Et si j'aidais ? Je pourrais t'envoyer de l'argent pour le dîner. Absolument pas, la voix de maman est devenue ferme. Tu te tues déjà au travail, pour payer ton appartement et tes prêts étudiants. Ton père et moi refusons de prendre de l'argent de notre fille. Si on ne peut pas se permettre de recevoir, alors on ne recevra tout simplement pas. C'est définitif. La fierté dans son refus semblait assez sincère pour que je n'insiste pas. Nous nous sommes dit au revoir, et je suis retourné à l'analyse du compte Morrison, le cœur lourd. Thanksgiving avait toujours été ma fête préférée. Pas de pression pour les cadeaux comme à Noël, juste la famille réunie autour de la table, partageant un repas et sa gratitude. Au cours des semaines suivantes, notre conversation de groupe familial, habituellement active, est devenue silencieuse. Normalement, à la mi-novembre, les messages fusaient sur la répartition des plats et les heures d'arrivée. Cette année, rien. Tante Linda a publié quelque chose de vague sur des arrangements différents. Ma cousine Rachel a mentionné des projets tranquilles. Tout le monde semblait accepter l'annulation sans protester. Le matin de Thanksgiving est arrivé, froid et gris. Je me suis réveillé seul dans mon appartement d'une chambre, j'ai fait du café et j'ai contemplé ma journée vide. Le bureau nous avait donné le jeudi de congé, mais ils avaient désespérément besoin que l'analyse Morrison soit terminée pour vendredi. Le client exigeait les chiffres, le travail était complexe, et j'étais la seule analyste à comprendre assez bien la structure du portefeuille pour le mener à bien. Alors, au lieu de cuisiner ou de célébrer, je me suis habillé confortablement, j'ai rempli un thermos de café et j'ai conduit jusqu'à l'immeuble de bureau vide. Les box silencieux et les néons semblaient surréalistes en ce jour de fête. Je me suis installé à mon bureau et je me suis plongé dans les projections financières et les évaluations de risque. Vers 19 h, j'ai commandé des plats chinois à emporter et j'ai parcouru les réseaux sociaux en attendant la livraison. Tout le monde publiait ces moments de fête parfaits. Mon fil d'actualité s'est rempli de dindes rôties et de familles souriantes. Puis, la story Instagram de Rachel est apparue. La première image montrait une table de salle à manger débordant de nourriture, une énorme dinde dorée, entourée de montagnes de farces, de purée de pommes de terre, de gratins de haricots verts, de sauce aux canneberges, de tartes à la patate douce, de petits pains et de multiples desserts. La table était décorée sur le thème de l'automne, avec de petites citrouilles et des bougies, des serviettes en tissu fantaisie, la bonne porcelaine héritée de ma grand-mère. La deuxième image montrait des visages que j'ai reconnus instantanément, maman, papa, mon jeune frère Tyler, tante Linda et oncle Mark. Grand-mère en bout de table, les frères et sœurs de Rachel, Ethan et Sophie, divers cousins et amis de la famille qui se joignaient à nous chaque année, même Madame Anderson, la voisine de mes parents. La légende disait, tellement reconnaissante pour la famille et ce festin incroyable. Rien de tel que Thanksgiving avec les gens que vous aimez le plus. Reconnaissante tant en famille festin de Thanksgiving.
J'ai compté 22 personnes sur cette photo. La géolocalisation a confirmé mon pire soupçon, la maison de mes parents. Absolument tout le monde était là, sauf moi. Ma nourriture chinoise est arrivée, mais je ne pouvais pas manger. J'ai regardé la story de Rachel, la faisant défiler à plusieurs reprises, étudiant chaque détail, les décorations élaborées, le repas coûteux, le dîner coordonné et sans effort que cela nécessitait. On n'improvise pas un festin pour 22 personnes. Quelqu'un avait planifié cela des semaines à l'avance, tout en me mentant en face sur une annulation pour cause de pauvreté. Je suis rentré chez moi dans un brouillard et je me suis glissé dans mon lit sans toucher à ma nourriture. Vendredi matin, j'ai soumis l'analyse Morrison et j'ai passé la journée à faire des courses, des activités agressivement normales pour éviter de penser à ce qui s'était passé. Personne de la famille n'a pris contact. Pas de texto au désolé, tu nous as manqué. Pas d'explication pour le mensonge. Juste le silence. Puis, vendredi soir, mon téléphone a vibré avec un message de maman. Salut ma chérie. J'espère que tu as passé un bon Thanksgiving tranquille. Petite question. Est-ce que par hasard tu pourrais nous aider avec le paiement de l'hypothèque ce mois-ci? Il nous manque 2800 € et le paiement est du lundi. Je sais que c'est à la dernière minute, mais on est vraiment dans le pétrin. Fais-moi savoir dès que possible, s'il te plaît. J'ai lu ces mots 3 fois, chaque lecture me glaçant davantage le sang. L'audace était à couper le souffle. Organiser un énorme dîner en m'excluant sur la base d'une pauvreté fabriquée, puis exiger immédiatement près de 3000 € pour leur hypothèque. La manipulation était si flagrante qu'elle méritait presque le respect. Mes pouces ont plané sur le clavier alors que 1000 réponses en colère inondaient mon esprit, mais la colère semblait trop vive, trop réactive. Ce qui s'est installé en moi à la place, c'est une clarté glaciale. J'ai tapé 4 mots, demandez à vos invités. Avant de pouvoir douter, j'ai ouvert les paramètres de mon téléphone et j'ai commencé à bloquer les numéros systématiquement. Maman, papa, Tyler, tante Linda, oncle Marc, Rachel, chaque personne qui s'était assise à cette table. Tous ceux qui avaient participé au mensonge, tout en se goinfrant d'une nourriture que je n'étais soi-disant pas digne de partager. Bloqué, bloqué, bloqué. Chaque pression ressemblait à une porte qui claque. J'ai bloqué leur profil Facebook et leur compte Instagram. Chaque canal de communication a été fermé avec une précision mécanique. Quand j'ai eu fini, je me suis senti étrangement légère. Samedi matin, j'ai préparé le petit déjeuner et j'ai commencé à lire un roman que je repoussais depuis des mois. Mon téléphone était posé face contre table sur la table basse, toujours en silencieux depuis la veille. Vers 10 heures, la curiosité l'a emporté, et je l'ai vérifié. 41 appels manqués. Le nombre était presque comique. Maman avait essayé 16 fois. Papa avait appelé 8 fois, Tyler 6 fois. Divers membres de la famille élargie représentaient le reste. Des dizaines de tentatives de SMS que mon téléphone a enregistrées mais n'a pas livré à cause des blocages. Un numéro inconnu avait laissé un message vocal. J'ai failli le supprimer sans l'écouter, mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur lecture. La voix de maman est passée, fine et tendue. Sophie, s'il te plaît, décroche. Je sais que tu es en colère, mais nous devons en parler. Nous pouvons tout expliquer. Rappelle-moi, s'il te plaît. C'est sérieux. Nous avons vraiment besoin de cet argent, ma chérie. La banque ne nous accordera pas de délai. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Le désespoir semblait réel. Ma réponse directe et ma disparition subséquente avaient clairement changé quelque chose de fondamental dans leurs calculs. Ils s'attendaient à ce que je me soumette et que j'obéisse, comme toujours. Une partie de moi, celle entraînée depuis l'enfance à être accommodante et compréhensive, voulait rappeler, voulait entendre leur explication et préserver la paix familiale. L'autre partie, celle qui avait passé la nuit de Thanksgiving seule dans un bureau pendant qu'ils riaient et festoyaient, refusait. J'ai supprimé le message vocal et je suis retourné à mon livre. Dimanche, les appels manqués ont atteint 63. Le numéro inconnu a laissé 2 autres messages vocaux de plus en plus désespérés. Le troisième mentionnait que papa voulait parler, que Tyler était contrarié, que grand-mère ne comprenait pas pourquoi je ne répondais pas. Grand-mère. Cette mention m'a piqué. Elle avait 84 ans et était vive comme l'éclair, et je l'aimais profondément. Mais elle était là aussi, assise en bout de table, participant à la mascarade. Si elle avait voulu m'inclure,
elle aurait pu remettre en question le mensonge évident sur l'annulation de Thanksgiving. Elle aurait pu m'appeler elle-même. Elle ne l'a pas fait. Lundi est arrivé, et je suis allé au travail tôt. Mon patron a fait l'éloge de l'analyse Morrison, et mes collègues m'ont demandé comment s'étaient passées mes vacances. J'ai souri et j'ai dit que c'était calme et reposant. Aucune raison de partager les dysfonctionnements familiaux au bureau. Pendant le déjeuner, j'ai reçu un email d'une adresse inconnue. L'objet était « S'il te plaît, lis ceci, maman ». Elle avait créé une nouvelle adresse email pour contourner le blocage. Je devais admirer sa persévérance. J'ai passé mon curseur sur le bouton de suppression, puis j'ai décidé de le lire. Connaître son ennemi, comme on dit. L'email était long. Maman prétendait que Linda avait proposé d'accueillir à la dernière minute et avait acheté toute la nourriture elle-même, et que cela s'était simplement déroulé chez mes parents à cause du plus grand espace. Ils pensaient que j'étais trop occupé par le travail pour y assister. Rachel avait posté des photos sans permission. Tout cela n'était qu'un terrible malentendu qui avait dégénéré. Puis venait le vrai message, la crise hypothécaire était réelle. La banque menaçait de saisie, et j'étais la seule à avoir l'argent pour éviter de perdre la maison familiale. Elle terminait par « Je t'aime tellement. S'il te plaît, appelle-moi. Maman ». L'explication était bien ficelée. Je devais admettre qu'elle aurait pu être plausible si je n'avais pas réfléchi trop attentivement à la logistique, mais les failles étaient énormes. Tante Linda a acheté de la nourriture pour 22 personnes et a coordonné les horaires de tout le monde pendant la semaine de course la plus chargée de l'année, tout cela à la dernière minute. Il pensait que je travaillais sur la base d'une simple mention désinvolte d'un projet client des semaines plus tôt. Rachel a posté sans permission, mais personne n'a appelé pour s'expliquer pendant une journée entière. L'histoire de l'hypothèque elle-même semblait fabriquée. Les banques ne menacent pas de saisie pour un seul paiement manqué, surtout avec des clients de longue date, et le fait d'avoir soudainement besoin d'exactement 2800 € après que j'ai refusé d'être leur distributeur de billets était étrangement pratique. J'ai supprimé l'email et j'ai bloqué cette adresse aussi. Mardi a apporté une escalade. Tyler s'est présenté à mon bureau. La réceptionniste a appelé mon poste. Sophie, il y a un Tyler Williams ici. Il dit que c'est ton frère et que c'est une urgence familiale. Mon estomac s'est noué. Je pouvais refuser et il ferait une scène, ou je pouvais gérer ça rapidement et professionnellement. Je descends tout de suite. Tyler attendait dans le hall, l'air délibérément négligé, mal rasé, vêtements froissés, cernes sous les yeux. Il avait 24 ans, travaillait sporadiquement dans la vente au détail et vivait toujours chez nos parents tout en se cherchant. Toute sa vie consistait en des efforts à moitié faits, subventionnés par l'indulgence sans fin de maman et papa. Sophie, Dieu merci. Il s'est avancé comme pour me serrer dans ses bras, mais ma posture l'a arrêté net. Il faut qu'on parle. On parle maintenant. J'ai gardé ma voix neutre, consciente des collègues qui pouvaient regarder. Pas ici. Quelque part de privé. Je travaille, Tyler. Quoi que ce soit, dis-le vite. Sa mâchoire s'est crispée. Bien. Tu veux faire ça ici? Maman et papa perdent la maison parce que tu fais la fine bouche pour un stupide malentendu. Il n'y a pas de malentendu. Si, il y en a. C'est tante Linda qui a fait le dîner. Personne ne voulait t'exclure. Pourquoi tu n'écoutes pas? J'écoute en ce moment même. Y a-t-il autre chose? Il m'a regardé comme si je m'étais transformé en quelqu'un d'inconnaissable. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu te souciais de la famille avant. Je m'en soucie. C'est pourquoi passer Thanksgiving seul dans mon bureau pendant que tout ce que j'aime célébrer ensemble m'a fait si mal. Tu n'étais pas seul par choix. On pensait que tu étais occupé à travailler. Tyler, j'ai gardé mon ton calme. Maman m'a appelé 3 semaines avant Thanksgiving pour annuler le dîner à cause de problèmes financiers. Si les plans ont changé après ça, quelqu'un aurait pu me contacter. N'importe qui aurait pu envoyer un simple SMS. Mais au lieu de ça, j'ai découvert par Instagram que j'étais la seule personne exclue. Parce que Rachel est une idiote qui poste tout. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé, les jeux coupés? Tu étais là. Tu as mangé cette nourriture. Tu as vu tout le monde réuni, et tu as remarqué que je n'étais pas présente. Pourquoi n'as-tu pas pris ton téléphone pour appeler ta sœur? Il a hésité. Je pensais que tu savais. J'ai supposé que tu avais choisi de ne pas venir.
Sur la base de quelles informations? Quelqu'un t'a dit que j'avais refusé une invitation? Non. Mais j'ai pensé. Tu as pensé. Tout le monde a pensé. Ou plus précisément, personne n'a pensé à moi du tout jusqu'à ce que maman ait besoin d'argent. L'expression de Tyler est passée de frustré à véritablement en colère. Tu sais quoi? Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'on n'a pas pensé à toi parce que tu es si occupé avec ton travail chic et ton appartement parfait, à faire comme si tu étais trop bien pour nous. Tu ne viens presque jamais. Tu travailles toujours. Tu juges tout le monde constamment. Alors oui, peut-être que Thanksgiving était plus facile sans toi pour que tout le monde se sente inférieur. Voilà la vérité, livrée dans un moment de colère, quand la manipulation ne fonctionnait pas. Je n'avais pas été exclu à cause d'un malentendu. J'avais été exclu parce que mon succès et mon indépendance les mettaient mal à l'aise. Mon absence était plus simple que de s'accommoder de ma présence. Merci pour ton honnêteté, ai-je dit doucement. Maintenant, par avant que j'appelle la sécurité. Il est parti. J'ai tenu 15 minutes à mon bureau avant de me cacher dans une cabine de toilette pour pleurer. Puis je me suis lavé le visage, j'ai refait mon maquillage et je suis retourné travailler. Mercredi a apporté leur plus grosse arme, grand-mère. Elle n'a pas appelé mon numéro bloqué ni ne s'est rendue à mon bureau. Au lieu de cela, une lettre est arrivée à mon appartement, de son écriture tremblante. Je me suis assise sur mon canapé et je l'ai ouverte avec précaution, sachant que cela ferait mal. Ma très chère Sophie, j'entends dire qu'il y a des problèmes dans la famille, et je veux que tu saches que je comprends ta peine. Mais ma chérie, ta mère a fait une erreur, en essayant de te protéger de ce qu'elle pensait être stressant. Ses intentions venaient de l'amour, même si son exécution était mauvaise. Quant à la situation de l'hypothèque, je ne connais pas tous les détails, mais tes parents sont des gens fiers qui ne demanderaient pas à moins d'être désespérés. J'ai 84 ans, Sophie. Je ne sais pas combien de fêtes il me reste. Quand je ne serai plus là, tes parents, Tyler et tes cousins seront tout ce que tu auras. Ne laisse pas la colère te voler cela. S'il te plaît, appelle-moi pour que je sache que tu vas bien. Amour, grand-mère. La lettre était douce et gentille, présentant mon exclusion comme une protection mal avisée plutôt qu'un affront délibéré. Grand-mère le croyait probablement même. Mais ces mots contenaient toujours la vérité fondamentale, maman a fait un choix. Pas un malentendu, un choix. Elle a décidé que je ne méritais pas de savoir pour Thanksgiving. Et maintenant, grand-mère me demandait de pardonner ce choix, de donner la priorité à l'harmonie familiale plutôt qu'à mes sentiments, avec la date limite tacite de sa mortalité comme moyen de pression. J'ai plié la lettre et j'ai préparé le dîner en regardant une émission de cuisine. La tristesse s'était transformée en quelque chose de plus dur et de plus permanent. Jeudi matin, une semaine après Thanksgiving, j'ai trouvé ma voiture bloquée sur sa place de parking. Le camion de papa était garé juste derrière ma berline, me piégeant. Il attendait au volant, visible à travers le pare-brise. C'était illégal, une violation évidente du règlement de ma résidence. Je pouvais appeler une dépanneuse et ne plus jamais lui parler. Ce serait le plus simple. Au lieu de cela, j'ai marché jusqu'à sa fenêtre et j'ai tapé sur la vitre. Il l'a baissé, l'air vraiment épuisé. Papa avait 53 ans, et son âge se voyait de plus en plus chaque année, cheveux gris et rides profondes, dû à des décennies de stress de la classe ouvrière. Sophie, sa voix était rauque. S'il te plaît, écoute-moi. Tu bloques ma voiture. Je sais. Je suis désolé, mais tu ne réponds pas aux appels, tu ne viens pas à la maison, et c'est trop important pour laisser ça en suspens. Déplace ton camion, papa. Pas avant que tu n'écoutes. Ses mains serraient le volant si fort que ses articulations blanchissaient. On a fait une erreur. Ta mère a fait une erreur. On aurait dû être honnête à propos de Thanksgiving. Mais Sophie, quoi que tu penses de nous en ce moment, on est toujours tes parents. On t'a élevé et on t'a aimé toute ta vie. Tu ne peux pas nous couper les ponts pour une seule erreur. Une seule erreur, ai-je ri sans humour. Papa, maman m'a menti en face. Elle m'a dit que Thanksgiving était annulé parce que vous n'en aviez pas les moyens, m'a fait culpabiliser pour les finances de la famille, puis a organisé une énorme fête sans moi. Quand j'ai découvert la vérité, au lieu de s'excuser, elle a immédiatement exigé 3000 €. Ce n'est pas une seule erreur. C'est un schéma de manipulation. Elle a paniqué à propos de l'hypothèque. Elle ne réfléchissait pas clairement.
Alors, la situation de l'hypothèque est bien réelle? Il a hésité juste assez longtemps pour que je le remarque. On est en retard sur les paiements. Cette partie est vraie. En retard de combien? Une autre pause. D'un paiement. Un paiement ne déclenche pas une saisie. Si, quand on a déjà refinancé et que la banque nous surveille de près. Écoute, on a dû refinancer l'année dernière pour consolider des dettes, et on est sur la corde raide avec eux. Manquer un paiement signifie qu'ils lancent la procédure. J'ai étudié attentivement son visage. Pourquoi avez-vous eu besoin de refinancer pour consolider des dettes? Sophie, ce n'est pas pertinent pour. C'est tout à fait pertinent si vous me demandez de l'argent. Je mérite de comprendre pourquoi vous en avez besoin. La mâchoire de papa a travaillé en silence. Puis, doucement, Tyler a eu des ennuis avec la justice l'année dernière. On a dû engager un avocat, payer la caution, payer les frais de justice. Ça a vidé nos économies et plafonné nos cartes de crédit. Le refinancement nous a permis de tout consolider et de repartir à zéro. Mais les mensualités sont plus élevées maintenant, et avec la réduction des heures de ta mère à cause de son dos, on est incroyablement à court. Voilà la pièce manquante. Les ennuis de Tyler leur avaient coûté leur stabilité financière, et il me l'avait caché parce qu'il savait que j'aurais des opinions bien arrêtées sur le fait de continuer à encourager son schéma d'irresponsabilité. Quel genre d'ennui avec la justice? Conduite en état d'ivresse, plus d'autres accusations qui ont finalement été abandonnées. L'avocat était cher, mais il a empêché Tyler d'avoir un casier judiciaire. Quand aviez-vous l'intention de me le dire? On n'avait pas l'intention. Ce n'était pas ton problème. Mais me demander 3000 € pour réparer les conséquences, c'est mon problème. Papa a fermé les yeux. Tu as raison. On a tout mal géré. Mais Sophie, s'il te plaît, je te le demande en tant que ton père. Aide-nous à sauver notre maison. L'émotion dans sa voix était sincère. Quoi qu'il se passe d'autre, le stress financier était réel. Tyler avait encore fait une bêtise. Maman et papa avaient sacrifié leur sécurité pour le protéger des conséquences, encore une fois. Et maintenant, ils voulaient que je termine le cycle. Je vais y réfléchir, ai-je dit finalement. Déplace ton camion. Sophie. Déplace-le où j'appelle la dépanneuse. Il l'a déplacé. À mon bureau plus tard, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé mon compte épargne. Des années de budget discipliné avaient constitué ce coussin, spécifiquement pour me donner une sécurité, pour ne jamais me retrouver dans la position de mes parents. Pouvais-je me permettre 2800 €? Techniquement, oui. Je m'en remettrai en quelques mois. Mais devais-je le faire? J'ai appelé la sœur de mon père en Californie, tante Jean. Nous nous étions toujours bien entendus. Elle était honnête d'une manière que le reste de la famille n'était pas. Après lui avoir expliqué la situation, elle a soupiré. Oh, Sophie, je suis tellement désolé. Laisse-moi te dire quelque chose sur ton père et ton oncle Marc quand ils étaient jeunes. Mes parents ont toujours sorti Marc du pétrin. Il était charmant et se mettait dans des situations difficiles, alors il jetait de l'argent sur ses problèmes. Ton père était responsable et stable, alors il le prenait pour acquis. Ça a créé un ressentiment qui n'a jamais complètement disparu. Papa fait la même chose avec Tyler. On dirait bien. Et ils veulent que tu finances le sauvetage. Je ne sais pas quoi faire. Quelle que soit ta décision, assure-toi de pouvoir vivre avec à long terme, car ce ne sera pas la dernière fois qu'ils demanderont. Ces mots ont cristallisé ma pensée. Il ne s'agissait pas d'un seul paiement hypothécaire. Il s'agissait d'établir le rôle que je jouerais dans la dynamique familiale à l'avenir. J'ai passé l'après-midi à rédiger un email, le révisant plusieurs fois avant de l'envoyer à l'adresse professionnelle de papa vers 16 h. Papa, j'ai examiné attentivement ta demande. Voici ma décision. Je te prêterai 2800 € pour l'hypothèque, à des conditions spécifiques. C'est un prêt, pas un cadeau. Tu me rembourseras 200 € par mois, à partir du 1er janvier. Nous avons besoin d'un accord écrit avec ces conditions, signé par toi et maman. Un paiement manqué rend le solde total immédiatement exigible. De plus, toi et maman assisterez à 3 séances de conseil financier avec un conseiller professionnel. Je paierai le conseil séparément. Ces séances ne sont pas négociables. Enfin, nous avons besoin d'honnêteté au sujet de Thanksgiving. Je n'exige pas d'excuses spectaculaires, mais j'ai besoin de la véritable explication de mon exclusion,
pas de l'histoire inventée de maman, la vérité réelle. Une fois que nous aurons eu cette conversation et signé l'accord de prêt, je transférerai l'argent. Si ces conditions sont inacceptables, je respecte ta décision, mais je ne fournirai pas d'aide financière autrement. Je vous aime, mais je n'encouragerai pas les schémas qui ont créé cette crise. Sophie. J'ai appuyé sur envoyer avant que le doute ne puisse m'arrêter. La réponse de papa est arrivée 30 minutes plus tard. Marché conclu. Viens à la maison samedi matin. On aura tout préparé. Samedi matin, c'était surréaliste de conduire jusqu'à la maison de mon enfance. Le quartier familier, avec ses arbres nus et ses pelouses brunes, avait l'air identique, mais semblait différent. Je me suis garé dans l'allée et j'ai rassemblé mon courage avant de me diriger vers la porte. Le porche avait toujours la même 3e marche qui craquait, celle que je sautais quand j'étais enfant. Le paillasson disait le bienvenu en lettres délavées. Ironique, vu les circonstances. J'ai appuyé sur la sonnette et j'ai entendu le carillon familier à 2 tons résonner dans la maison. Maman a ouvert avant la fin du 2e carillon, l'air diminué en quelque sorte. Ses cheveux avaient plus de gris que je ne me souvenais, attachés en un chignon désordonné. Elle portait un vieux cardigan que je reconnaissais du lycée, le bleu avec le bouton manquant qu'elle n'avait jamais remplacé. Sophie, entre s'il te plaît. Je suis entré dans le vestibule et j'ai été immédiatement frappé par une odeur de café mêlée à autre chose. Des brioches à la cannelle, peut-être. Maman avait toujours cuisiné sous le stress, et l'arôme de la cuisine confirmait qu'elle était anxieuse à propos de cette réunion. La maison avait l'air différente de mes souvenirs. Ou peut-être que je la voyais avec de nouveaux yeux. Les photos de famille qui tapissaient le couloir semblaient se moquer de moi maintenant. Il y en avait une de Thanksgiving il y a 5 ans, nous tous serrés les uns contre les autres, vraiment heureux. Une autre de ma remise de diplôme universitaire, maman pleurant des larmes de fierté tandis que le bras de papa était drapé sur mes épaules. La preuve d'une famille qui m'incluait autrefois sans question. Nous sommes passés devant les photos pour entrer dans le salon, où nous avions célébré d'innombrables fêtes. Le même canapé en cuir marron qui avait accueilli des soirées cinéma. La même table basse avec une tache d'eau, souvenir de la fois où Tyler avait oublié d'utiliser un sous-verre. Le fauteuil inclinable de papa, positionné devant la télévision, usé à l'endroit exact où il s'était assis pendant 20 ans. Papa s'est levé quand je suis entré, tenant plusieurs pages imprimées. Il avait l'air nerveux, d'une manière que je lui avais rarement vue. Sophie, merci d'être venue. Je sais que ce n'est pas facile. Il m'a tendu l'accord de prêt imprimé, correctement formaté avec des espaces pour les signatures. J'ai pris les papiers mais je ne me suis pas encore assise. La dynamique du pouvoir semblait importante en quelque sorte. Ils avaient plus besoin de moi ici que je n'avais besoin d'être ici, et rester debout renforçait cette réalité. Maman planait près du canapé, se tordant les mains. Je peux te servir un café? J'ai fait des brioches à la cannelle ce matin, tes préférées. L'offrande de paix était si transparente que ça en devenait presque douloureux. Les brioches à la cannelle n'allaient pas arranger ça, mais l'effort derrière révélait à quel point elle était inquiète de la conversation à venir. Ça va, merci. J'ai jeté un coup d'œil à l'accord, parcourant la première page. Le langage juridique était simple mais clair, décrivant les conditions du prêt exactement comme je les avais spécifiées, principal de 2800 €, remboursement de 200 € par mois à partir du 1er janvier. Un retard de paiement rend le solde total immédiatement exigible. Professionnel et contraignant. Avez-vous fait vérifier ça par un avocat, ai-je demandé. Papa a secoué la tête. J'ai trouvé un modèle en ligne et je l'ai personnalisé. Si tu veux que ton avocat le vérifie avant de signer, on comprend. Le fait qu'ils aient utilisé un vrai modèle juridique plutôt que d'écrire quelque chose de désinvolte sur un bout de papier me disait qu'ils prenaient cela au sérieux. Ils avaient réalisé que je ne bluffais pas sur les conditions. Je me suis dirigé vers le fauteuil en face du canapé, choisissant délibérément le siège qui mettait le plus de distance physique entre nous, tout en restant dans le même espace de conversation. Je me suis assise et j'ai continué à lire attentivement les 3 pages. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge de grand-père dans le coin. Cette horloge avait appartenu à grand-père avant sa mort, transmise à papa. Elle sonnait toutes les heures, un son si familier de mon enfance que je ne le remarquais généralement plus. Mais aujourd'hui, chaque tic-tac semblait plus fort, marquant le temps que nous perdions tous à ne pas être honnêtes les uns avec les autres. Maman s'est finalement assise sur le bord du canapé, perchée là comme si elle pouvait avoir besoin de se lever à tout moment.
Papa est resté debout, déplaçant son poids d'un pied sur l'autre. L'énergie nerveuse dans la pièce était assez épaisse pour être palpable. J'ai fini de lire l'accord et je l'ai posé sur la table basse. Ça a l'air correct. On signera après avoir parlé. Maman s'est tordu les mains sur ses genoux, le même geste nerveux qu'elle avait eu toute ma vie. Chaque fois qu'il fallait discuter de quelque chose de désagréable, ses mains se tordaient, s'agrippaient et se tordaient à nouveau. Je l'avais vu quand elle avait dû me dire que nous n'avions pas les moyens de payer l'université chère que je voulais, quand elle m'avait expliqué pourquoi papa ne viendrait plus à mes matchs de volley après avoir commencé à faire des heures supplémentaires, quand elle m'avait assise à 16 ans pour parler du diagnostic de cancer de grand-père. Que veux-tu savoir? Sa voix était faible. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pourquoi n'ai-je pas été invité à Thanksgiving? La vraie raison, maman. Pas l'histoire que tu as racontée après. Pas les excuses de malentendu ou de changement de dernière minute. Je veux la vérité sur la raison pour laquelle tu m'as appelé 3 semaines à l'avance pour me mentir sur l'annulation, puis que tu as organisé un dîner complet pour 22 personnes sans moi. Le silence qui a suivi était lourd et suffocant. L'horloge de grand-père faisait tic-tac. L'estomac de quelqu'un a gargouillé. Dehors, une voiture est passée, jouant de la musique trop fort, la basse résonnant brièvement avant de s'estomper. Papa s'est raclé la gorge comme s'il allait parler, mais maman a levé légèrement une main, l'arrêtant. « Laisse-moi », a-t-elle dit doucement. C'est ma responsabilité d'expliquer. Elle a pris une profonde inspiration, et je l'ai regardé rassembler son courage, comme quelqu'un pourrait ramasser des papiers tombés, morceau par morceau. Linda et moi, on l'a planifié ensemble. Pendant des semaines. Elle n'a pas proposé à la dernière minute de sauver la situation. On a tout coordonné, décidé du menu, réparti les courses. Rien dans ce dîner n'était spontané. D'accord. J'ai gardé ma voix calme, lui laissant l'espace pour continuer sans interruption. La conversation a commencé fin octobre. Linda m'a appelé un soir après son club de lecture, et on discutait juste des fêtes. Elle a mentionné à quel point Thanksgiving était toujours épuisant, à essayer de tout rendre parfait, à gérer toutes les différentes personnalités et tensions. Les yeux de maman se sont perdus quelque part au-dessus de mon épaule, sans tout à fait croiser mon regard. J'étais d'accord. J'ai dit que c'était devenu plus difficile à mesure que la famille s'agrandissait, de garder tout le monde heureux. Et ensuite, ai-je demandé quand elle a fait une pause trop longue. Ensuite, Linda a dit quelque chose comme « Parfois, j'aimerais qu'on puisse avoir une fête détendue, sans se soucier du jugement ou des critiques. » Et je savais exactement ce qu'elle voulait dire, parce que je ressentais la même chose. La voix de maman est devenue plus calme. On a parlé pendant près d'1 heure ce soir-là, de la dynamique familiale, de la façon dont les fêtes avaient changé au fil des ans, du stress et des attentes. Je suis restée silencieuse, sentant que cela menait à quelque chose qu'elle avait besoin de dire sans que je la pousse. « Ton nom est venu sur le tapis », a-t-elle finalement dit en me regardant directement. Linda a mentionné que les fêtes étaient différentes depuis que tu avais déménagé et commencé ta carrière. Plus tendue, plus compliquée. Elle a dit que c'était comme marcher sur des œufs parfois, de peur de dire la mauvaise chose. Les mots ont atterri comme de petites pierres, chacune laissant une marque. Continue. Je t'ai défendu au début, a dit maman rapidement, comme si cela importait. Je lui ai dit que tu avais travaillé dur pour en arriver là, que tu avais tout à fait le droit d'avoir des opinions et des exigences. Mais ensuite, elle m'a demandé honnêtement, ne trouves-tu pas les fêtes plus stressantes depuis que Sophie a autant de succès? Ne te sens-tu pas jugé parfois pour nos choix, notre style de vie? Papa s'est agité inconfortablement, et j'ai réalisé qu'il entendait une partie de cela pour la première fois aussi. Cette conversation entre maman et tante Linda avait été privée, la graine dont toute l'exclusion de Thanksgiving avait germé. Que as-tu dit? Ai-je demandé. Les yeux de maman se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas détourné le regard cette fois. J'ai dit oui. J'ai admis que parfois, t'avoir aux réunions de famille me faisait me sentir inadéquate, comme si tout ce que je faisais ou disais serait mesuré à l'aune de tes exigences et jugé insuffisant. L'honnêteté était brutale et éclairante. Il ne s'agissait pas de logistique ou de malentendu. Il s'agissait du fait qu'ils se sentaient en insécurité face à mon succès et qu'ils avaient décidé que la solution était de m'écarter plutôt que de gérer leurs sentiments. Alors, vous avez décidé de fêter Thanksgiving sans moi. Pas tout de suite, a insisté maman. Cette conversation s'est terminée sans aucune décision. Mais au cours des jours suivants, j'ai continué à y penser,
à quel point ce serait agréable d'avoir une fête où je ne m'inquiéterais pas de savoir si la dinde est sèche, si Tyler dit quelque chose que tu désapprouves, ou si notre maison a l'air minable comparée à ton appartement. En as-tu parlé à papa? Ai-je jeté un coup d'œil dans sa direction. Il a secoué la tête. Pas avant que ta mère ne t'ait déjà dit que c'était annulé. Elle me l'a présenté comme un fait accompli. Elle a dit qu'elle t'avait déjà appelé et expliqué que nous n'avions pas les moyens cette année. Tu n'as pas remis en question cette histoire, lui ai-je demandé directement. Le visage de papa a rougi. J'aurais dû. Je savais que nous n'étions pas encore en difficulté financière, pas du genre à nous faire annuler Thanksgiving. Mais ta mère était catégorique, et j'ai pris le chemin le plus facile. Plus facile de suivre que de la défier et de commencer une dispute. Donc vous m'avez tous les deux menti, ai-je déclaré platement, ayant besoin qu'ils entendent les mots. Oui, a murmuré maman. J'ai rappelé Linda quelques jours après notre première conversation, je lui ai dit que j'avais réfléchi à ce qu'elle avait dit, et que peut-être elle avait raison. Peut-être qu'on devrait essayer un Thanksgiving sans toi, juste pour voir si c'était différent. Elle a accepté immédiatement, comme si elle attendait que je le suggère. La trahison semblait à nouveau fraîche, en entendant la préméditation exposée si clairement. Et le mensonge sur les problèmes d'argent? Maman s'est essuyé les yeux du revers de la main. J'ai paniqué quand je t'ai appelé. Je ne savais pas comment te désinviter sans expliquer la vraie raison, ce qui, je le savais, te blesserait. Alors, j'ai inventé la crise financière. Je me suis dit que c'était plus gentil que la vérité, que tu comprendrais plus facilement les problèmes d'argent que le fait que nous voulions un peu de distance. Sauf que ce n'était pas plus gentil. Ma voix est restée stable malgré la colère qui montait dans ma poitrine. Ça m'a fait culpabiliser. Ça m'a fait proposer de payer pour un dîner qui n'a jamais été annulé. Vous m'avez laissé me sentir mal pour votre fausse pauvreté pendant que vous planifiez un festin. Je sais. Les larmes de maman coulaient librement maintenant. Je sais que c'était mal, mais une fois que j'ai dit ce mensonge, je n'ai pas su comment le reprendre. Et puis, à mesure que Thanksgiving approchait et que la planification devenait plus élaborée, je n'arrêtais pas de me dire que tu ne le découvrirais jamais. On aurait notre dîner, tu aurais une journée tranquille, et tout irait bien. Jusqu'à ce que Rachel poste des photos sur Instagram. Jusqu'à ce que Rachel poste des photos, a acquiescé maman, misérable. J'ai eu envie de la tuer quand j'ai vu ça. Linda et moi, on avait toutes les deux dit à tout le monde de ne rien poster sur les réseaux sociaux, spécifiquement pour éviter que tu ne le découvres. Mais Rachel n'a pas écouté, et tout d'un coup, c'était là, à ta vue. J'ai traité cette information, reconstituant la chronologie complète. Donc, quand j'ai vu ces photos le soir de Thanksgiving, vous saviez déjà que je les avais vues? Maman a hoché la tête. Rachel a envoyé un texto au groupe de discussion de la famille juste après avoir posté, tout excitée par ces photos. Linda les a vues en premier et lui a immédiatement dit de les enlever, mais à ce moment-là, tu les avais peut-être déjà vues. On n'était pas sûr. On espérait que tu n'étais peut-être pas en ligne ce soir-là. Mais vous n'avez pas cherché à vous expliquer ou à vous excuser. On ne savait pas quoi dire, est intervenu papa. On en a parlé ce soir-là, après que tout le monde soit parti. Ta mère voulait t'appeler, mais j'ai dit qu'on devrait t'attendre. Te laisser le temps de te calmer si tu avais vu les photos. Je pensais que peut-être d'ici vendredi ou samedi, on pourrait te contacter et tout expliquer calmement. Puis vendredi matin est arrivé, et vous aviez besoin d'argent pour l'hypothèque. Les pièces du puzzle se sont assemblées. C'était vrai, ou un autre mensonge? Cette partie était vraie, a dit papa lourdement. Le timing était juste incroyablement mauvais. On était stressé par l'hypothèque depuis des semaines, à essayer de trouver à qui on pouvait demander de l'aide. Ta mère n'arrêtait pas de dire qu'on devrait te demander, mais je ne voulais pas. Ça me donnait l'impression d'admettre qu'on avait échoué en tant que parents, d'avoir besoin d'argent de notre enfant. Quand le paiement est-il réellement dû, ai-je demandé, ayant besoin de clarté. Lundi, a confirmé papa. On a reçu le dernier avis disant que si on n'a pas la totalité du montant d'ici lundi à 17h, ils entament la procédure de saisie formelle. C'est pour ça que ta mère t'a envoyé un texto vendredi pour demander de l'aide. On pensait avoir le week-end pour trouver une solution. Puis Thanksgiving est arrivé, et on pensait que tu n'étais pas au courant. Alors vendredi matin, ta mère a envoyé ce texto demandant de l'aide pour l'hypothèque. Elle s'est dit que tu avais passé des vacances tranquilles, que tu étais peut-être de bonne humeur,
que tu serais peut-être prête à nous aider. Il s'est frotté le visage des deux mains. On n'avait aucune idée que tu avais vu les photos de Rachel jusqu'à ce que tu répondes par ces 4 mots. Demandez à vos invités, ai-je répété. Et puis je les ai tous bloqués. Et puis tu as bloqué tout le monde, a confirmé maman. Sophie, quand j'ai vu cette réponse, mon estomac s'est noué. J'ai su instantanément que tu avais découvert pour le dîner, et j'ai su à quel point ça avait l'air mauvais. Moi, te demandant de l'argent juste après t'avoir exclu de la fête de famille. Ça avait l'air calculé et cruel. C'était calculé et cruel, ai-je simplement dit. Pas comme tu le penses, a argumenté papa. La situation de l'hypothèque et Sexgiving n'étaient pas liées. Elles se sont juste superposées de la pire des manières. On avait vraiment besoin d'aide pour le paiement, et le moment de te le demander était une coïncidence, pas une stratégie. Je voulais le croire, mais la confiance était rare. Expliquez-moi la situation de l'hypothèque. Vous avez dit que c'était réel. Comment vous êtes-vous mis dans le pétrin? Papa et maman ont échangé un regard, et j'ai vu le moment où ils ont tacitement accepté de tout me dire. En janvier dernier, Tyler s'est fait arrêter, a commencé papa. L'aveu flottait dans l'air. J'avais soupçonné quelque chose comme ça, mais l'entendre confirmer m'a quand même fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Pourquoi? Conduite en état d'ivresse, au départ. Il était sorti boire un verre avec des amis, a pris la stupide décision de rentrer en voiture, et s'est fait arrêter à 2 pâtés de maison d'ici. La voix de papa était empreinte de honte et d'épuisement. Mais quand ils l'ont arrêté, ils ont fouillé sa voiture et ont trouvé des choses qu'ils n'auraient pas dû trouver. Quel genre de choses? De la marijuana. Pas une énorme quantité, mais assez pour qu'ils ajoutent des accusations de possession. Et il y avait un récipient ouvert dans la voiture, la bouteille de vodka de son ami, ce qui a ajouté une autre accusation. Maman avait cessé de pleurer maintenant, elle avait juste l'air fatiguée et vieille. Tout d'un coup, notre fils faisait face à plusieurs accusations. Une peine de prison possible. Certainement un casier judiciaire qui détruirait son avenir. Alors, vous avez engagé un avocat. Le meilleur avocat de la défense pénale qu'on pouvait se permettre, a confirmé papa. Ça nous a coûté 12 000 €. Ça a vidé nos économies. Plafonné 2 cartes de crédit. Mais il était bon. Il a fait abandonner complètement l'accusation de possession. Il a fait réduire le récipient ouvert à une amende. Il a négocié la conduite en état d'ivresse en conduite imprudente, avec des cours obligatoires et des travaux d'intérêt général. Tyler s'en est sorti avec un délit mineur et pas de prison. Maman a ajouté, pas de casier judiciaire qui le suivrait pour toujours. L'avocat a sauvé son avenir. J'ai traité cette information, la chronologie se mettant en place. Donc en janvier, vous avez dépensé 12 000 € pour la défense de Tyler. Ça a détruit vos économies et créé des dettes de carte de crédit. Puis vous avez refinancé la maison pour consolider la dette. En mars, a confirmé papa. Le refinancement a remboursé les cartes de crédit et nous a donné un nouveau départ, mais il a aussi augmenté notre mensualité hypothécaire de 400 €. On pensait pouvoir s'en sortir, surtout une fois que ta mère a commencé à faire plus d'heures au cabinet dentaire. Le problème, c'est que les conditions du refinancement étaient strictes à cause de notre situation de crédit après avoir plafonné les cartes. Le contrat stipule spécifiquement que 2 paiements manqués consécutifs déclenchent automatiquement la procédure de saisie. Pas de délai de grâce, pas de négociation. C'est ce qui arrive quand on refinance avec un crédit endommagé. Mais ensuite, ces problèmes de dos se sont aggravés, ai-je deviné. Maman a hoché la tête. Ma sciatique s'est déclarée en juillet. C'est devenu si grave que je pouvais à peine rester debout plus d'1 heure à la fois. Le dentiste a été compréhensif, il m'a laissé réduire mon horaire à temps partiel, mais ça voulait dire qu'on perdait la moitié de mon revenu juste au moment où on en avait le plus besoin. Vous avez des difficultés depuis juillet, ai-je dit lentement. Ça fait 5 mois que vous joignez à peine les 2 bouts. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? La fierté, a dit simplement papa. On ne voulait pas admettre qu'on s'était mis dans ce pétrin à cause de la bêtise de Tyler. On ne voulait pas que tu saches qu'on avait dépensé tout ton héritage pour un avocat parce que ton frère n'a pas pu appeler un Uber. La mention de l'héritage m'a surprise. Quel héritage? Le visage de maman s'est de nouveau contracté. On économisait depuis des années. On avait mis de côté environ 15 000 €. On prévoyait de le partager entre toi et Tyler un jour.
Cet argent était censé vous aider tous les deux, peut-être avec des acomptes pour une maison, des frais de mariage ou des urgences. Au lieu de ça, on a dépensé presque tout pour les frais de justice de Tyler, et tu n'en verras probablement jamais un centime. Le chagrin dans sa voix était sincère. Ils avaient sacrifié quelque chose destiné aux deux enfants pour sauver un enfant des conséquences de ses propres actions, et je n'avais même pas su que l'argent existait jusqu'à ce qu'il soit parti. Est-ce que Tyler est au courant de ça? Des économies que vous avez dépensées pour lui? Non, a dit fermement papa. On ne lui a pas dit combien ça a coûté. On ne voulait pas qu'il se sente coupable ou accablé par ça. On lui a juste dit qu'on s'en occuperait, et c'est ce qu'on a fait. Alors, il n'a aucune idée que vous vous noyez financièrement à cause de ses choix. Il sait qu'on est à court d'argent, a défendu maman. Il ne connaît juste pas les détails. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, ayant besoin d'un moment pour tout digérer. L'arrière-cour avait l'air comme toujours. La vieille balançoire était toujours dans le coin, rouillée et inutilisée. Le jardin que maman entretenait habituellement était envahi par la végétation, probablement une autre victime de ses problèmes de dos. Derrière moi, j'ai entendu papa s'asseoir lourdement sur le canapé. On sait qu'on a fait des erreurs, a-t-il dit dans mon dos. Couvrir Tyler au lieu de le faire affronter les vraies conséquences. Dépenser de l'argent qu'on n'avait pas pour sa défense. Te mentir à propos de Thanksgiving au lieu d'être honnête sur nos sentiments. Te demander de l'argent au pire moment possible. On a fait beaucoup d'erreurs, Sophie. Je me suis retourné pour leur faire face. Pourquoi avez-vous menti sur le besoin d'argent pour l'hypothèque alors que vous saviez déjà que j'avais découvert pour Thanksgiving? Après que j'ai envoyé ce texto, après que j'ai bloqué tout le monde, vous avez laissé des messages vocaux prétendant que vous étiez désespéré pour le paiement. Pourquoi maintenir cette pression? Parce qu'on est désespéré, a dit maman. Le mensonge sur Thanksgiving était distinct de la vérité sur l'hypothèque. Oui, le timing a fait que tout avait l'air lié, mais Sophie, on est vraiment sur le point de perdre cette maison. La banque nous a envoyé un dernier avis la semaine dernière. On a manqué 2 paiements maintenant, et les conditions de refinancement qu'on a acceptées sont strictes. 2 paiements manqués déclenchent le début de la procédure de saisie. Montrez-moi l'avis, ai-je dit brusquement. Papa a eu l'air surpris. Quoi? L'avis de saisie de la banque. Si ce que vous dites est vrai, vous avez reçu des documents officiels. Je veux les voir. Pendant un instant, j'ai cru qu'ils allaient refuser ou admettre qu'il n'y avait pas d'avis, mais papa s'est levé, est allé à la cuisine et est revenu 1 minute plus tard avec une enveloppe manille. Il me l'a tendue sans un mot. J'ai sorti les papiers et je les ai lus attentivement. En tête officielle de leur société de crédit immobilier, langage formel sur les paiements manqués et le statut de défaut de paiement, un calendrier pour la procédure de saisie si le compte n'était pas mis à jour. Les chiffres correspondaient à ce qu'il m'avait dit, 2800 € pour couvrir 2 paiements manqués plus les frais de retard. La documentation était réelle. Quels que soient les mensonges qu'ils aient racontés sur Thanksgiving, la crise financière était authentique. J'ai rendu les papiers à papa et je suis retourné à mon siège. D'accord. La situation de l'hypothèque est réelle. Mais ça ne change rien à ce qui s'est passé à Thanksgiving ni pourquoi ça s'est passé. Non, a acquiescé doucement maman. Ça ne change rien. On t'a quand même exclu parce qu'on se sentait en insécurité face à ton succès. On t'a quand même menti sur la raison. On a quand même donné la priorité à notre confort plutôt qu'à ton inclusion. Et puis on a tout empiré en demandant de l'argent juste après que tu l'as découvert. On sait à quel point ça a l'air mauvais, Sophie. On sait qu'on a brisé ta confiance, peut-être de manière irréparable. Alors pourquoi devrais-je vous aider, ai-je demandé sans détour. Donnez-moi une bonne raison pour laquelle je devrais vous donner cet argent après tout ce que vous venez d'admettre. La question est restée en suspens, brutale et nécessaire. Ils devaient articuler pourquoi ils méritaient de l'aide, et j'avais besoin d'entendre leur raisonnement avant de pouvoir prendre une décision finale. Pourquoi mentir à ce sujet, a-t-elle eu du mal à formuler? Parce que les fêtes avec toi sont devenues tendues. Tu as changé, Sophie. Nous sommes fiers de ton succès, mais tu es aussi critique envers nos choix. Tu regardes Tyler et tu vois un échec. Tu remets en question nos décisions. Chaque réunion se transforme en cette situation inconfortable où tout le monde marche sur des œufs, évitant les sujets qui pourraient déclencher des leçons de ta part sur la responsabilité ou la planification. L'évaluation m'a piqué parce qu'il y avait une part de vérité. J'avais été critique,
pas constamment ni agressivement, mais assez pour créer une tension notable. Linda a suggéré de faire Thanksgiving sans toi cette année, a poursuivi maman. Juste une fois, pour avoir des vacances détendues, sans jugement. On a pensé que tu apprécierais peut-être même une journée tranquille, sans drame familial, vu à quel point tu travailles. Avez-vous envisagé de me demander ce que je voulais? Non. Vous est-il venu à l'esprit que l'exclusion pourrait faire plus mal que n'importe quelle tension? Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Honnêtement, on ne pensait pas que ça te toucherait autant. Tu as été si distante, si concentrée sur ta carrière. On pensait que tu serais soulagée. Les mots ont frappé fort. Ils m'avaient exclu parce qu'ils supposaient que je ne les appréciais pas assez pour me sentir blessé par l'exclusion. Et l'histoire de l'hypothèque? Papa s'est agité inconfortablement. Le problème financier est réel. On prévoyait déjà de te demander de l'aide, on ne savait juste pas comment. Quand tu as découvert Thanksgiving et que tu t'es mise en colère, on a paniqué et on a insisté plus qu'on aurait dû. Je suis resté un long moment avec cette honnêteté. Ils prévoyaient de m'utiliser comme leur plan de secours financier, indépendamment de Thanksgiving. Le mensonge des vacances n'a fait que compliquer une situation déjà manipulatrice. Voici ce qui se passe maintenant, ai-je dit finalement. On signe cet accord. Je transfère l'argent aujourd'hui. Vous commencez le conseil la semaine prochaine, et on établit de nouvelles limites. Je ne serai plus votre distributeur de billets d'urgence. Les problèmes de Tyler sont à Tyler de les résoudre. Si vous choisissez de le renflouer à nouveau, c'est votre décision, mais n'attendez pas de moi que je le finance. J'aime cette famille, mais je ne participerai pas au dysfonctionnement. Maman a hoché la tête à travers ses larmes. Papa avait l'air soulagé. On a signé les papiers. J'ai transféré l'argent depuis mon téléphone, assise dans leur salon. Puis je suis rentré chez moi, me sentant à la fois plus légère et plus lourde. La conversation de groupe familial a finalement repris, maladroite au début, mais revenant progressivement à la normale. Rachel s'est excusée d'avoir posté ses photos. Tyler m'a évité pendant des mois. Grand-mère a appelé pour me remercier d'avoir sauvé la famille. Mes parents ont effectué leur premier paiement de prêt le 1er janvier, pile à l'heure. Ils ont assisté aux 3 séances de conseil. On a fêté Thanksgiving l'année suivante, et j'ai été invité, bien que la réunion ait semblé différente. Plus petite, plus honnête peut-être. J'avais appris une leçon coûteuse sur la famille. Parfois, l'amour exige des limites plus qu'il n'exige de sacrifices. Parfois, les personnes qui vous ont élevé ont besoin de subir des conséquences plutôt que d'être sauvées sans fin. Et parfois, être exclu d'une table vous en apprend plus sur votre propre valeur que d'être accueilli ne le pourrait jamais. Le prêt de 2800 € a été remboursé en 14 mois, chaque paiement à temps. Au moment où nous étions quittes, ma relation avec mes parents s'était transformée en quelque chose de plus équilibré. Moins d'obligations, plus de choix. Nous avions tous appris que la famille ne donne à personne le droit à l'exploitation, et que l'amour véritable survit à des limites honnêtes. Tyler a finalement déménagé et a trouvé un emploi stable, bien que l'on puisse se demander s'il a appris quelque chose. J'ai cessé d'être le plan de secours de la famille et j'ai commencé à être juste un autre membre, sur un pied d'égalité. L'histoire de ce Thanksgiving est devenue une légende familiale, bien que les versions diffèrent selon qui la raconte. Maman prétend que tout n'était qu'un malentendu. Papa y voit la cause de changements nécessaires. Tyler insiste sur le fait que j'ai surréagi.